Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va s'intéresser au pivot de la Fed ainsi que aux conditions du pivot éventuel que va nous proposer la Fed. Le travail va se faire autour de la corrélation entre finalement le S&P, donc les 500 plus grosses actions américaines, et le Bitcoin, notamment depuis le Covid, finalement, où on a une corrélation assez forte, et puis également se faire au travers de finalement quand les pivots se sont mis en place, comment s'est comporté le S&P. Ça va être principalement le travail du jour, c'est-à-dire est-ce qu'on pivote dans des bonnes conditions, sous-entendu un soft landing ou un no landing, ou est-ce qu'on pivote dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire que ce pivot entame une correction plus importante, suivie ensuite d'une reprise du marché des actions, finalement. Donc on y va pour cette vidéo, et c'est parti pour l'intro. Alors déjà, on va parler de la corrélation entre le S&P et le BTC. L'indice de corrélation, vous le voyez ici en bas. Ce qu'on peut voir d'une certaine manière, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais en soi c'est assez clair. Ici, on a une corrélation qui est relativement faible, c'est-à-dire qu'on a assez peu de pics finalement qui vont venir chercher une corrélation parfaite. La corrélation parfaite se trouve dans le vert, la corrélation inversée se trouve dans le rouge, pas de corrélation se trouve au milieu tout simplement. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis finalement le Covid, on multiplie quand même les moments de corrélation assez forts. Je dirais que, vous le voyez ici dans le temps, je regarde à droite parce que sinon j'ai la caméra devant, vous le voyez ici dans le temps, on a quand même beaucoup plus de pics dans cette zone-là donc de corrélation assez forte que de corrélation faible, de moments de corrélation faible. Donc depuis le Covid finalement et le crash, la fermeture des frontières aux US, etc. et le crash donc qui a eu lieu finalement à peu près dans ces zones-là, si je me trompe pas, oui tout à fait, eh bien je note une corrélation quand même assez prononcée du Bitcoin d'avec le S&P 500. On voit également, et ça c'était quelque chose que je voulais vous montrer, cette espèce de trendline à la baisse du RSI. On est en weekly là, donc on est vraiment sur des timeframes assez grosses, et on voit qu'on a un rejet parfait ici, finalement sur la zone qu'on a touchée dernièrement. Et bien de cette zone de RSI là. On n'a pas nécessairement, parfois on a rebondi sur le 50 pour aller rechercher à nouveau cette trend de RSI. Possibilité que ça se fasse ici, vous le voyez qu'on pourrait être dans cette situation un petit peu 2017 et dans d'autres circonstances on est venu chercher tout simplement des zones très basses sur le RSI, c'est-à-dire 27. Imaginons qu'on aille chercher des zones très basses sur le RSI, comprenez bien que ça risque de vous donner un BTC sous les 30 000 $. Imaginons qu'on rebondisse sur les 50 de RSI et qu'on revienne à nouveau chercher cette trend, type scénario typique 2017, vous comprenez qu'on a beaucoup plus de place pour éventuellement, y compris avec un RSI qui reste quand même à la baisse sur le long terme, beaucoup plus de place pour taper les 100, 150 000, 200 000 $. Donc à partir de là, je dirais juste que on est sur une correction substantielle qui ressemble à des choses qui ont pu se produire dans le passé. Maintenant, prédire le futur grâce au passé, ici, vous voyez que globalement, on a 2013 où finalement ça reprend assez bien, où on a un premier rejet ici sur la zone des 130 $ et où finalement on vient chercher derrière 1000 $ tout en étant à la baisse sur le RSI. On a toute cette zone 2017 où ça s'est plutôt bien passé, et on a par ailleurs derrière des corrections plus substantielles, type bear market plus important, qui peuvent éventuellement se produire. Donc ça me paraissait intéressant d'en parler. Rapport à donc là, ce qu'on a expliqué, c'est qu'il y a une corrélation depuis le Covid. Finalement, les institutionnels se sont intéressés au BTC, et finalement, on a une corrélation assez prononcée d'entre le marché action et le BTC depuis le crash du Covid. Pourquoi ça? D'une certaine manière, d'abord, les institutionnels se sont extrêmement intéressés à Bitcoin, donc ils ont dû le mettre dans une case d'une certaine manière. On sait que Bitcoin apprécie les phases de taux d'intérêt faibles, puisque beaucoup de liquidités sur le marché, donc ça l'aide, ça reste quand même un asset à risque à ce stade. Et que donc du coup, on va dire que d'une certaine manière, les algorithmes, les hedge funds, tout ça, n'avaient pas réellement de case où ils pouvaient garer et mettre le Bitcoin. Et donc du coup, ils l'ont mis dans cette catégorie plus ou moins
marché action, asset à risque plus ou moins, et corrélation également avec le Nasdaq qui est assez importante. Tous les pics de décorrélation majeure, vous pourrez y trouver soit des moments qui sont endogènes à la crypto, c'est-à-dire par exemple le crash de FTX, etc., toutes ces choses-là où le marché crypto va corriger alors qu'on a un marché action qui est à la hausse, par exemple, ou par exemple également l'annonce des ETF où finalement on avait une bonne nouvelle par rapport à la crypto qui a poussé plutôt le marché vers le haut. Donc voilà, déjà cette idée de corrélation, je pense qu'elle est importante à intégrer. En ce moment, on est assez fortement corrélé, tout simplement parce que on a des grosses narrations autour de la Fed et la corrélation se fait par les taux d'intérêt. Il est possible, bien sûr, que dans le futur, Bitcoin trouve sa place, Bitcoin trouve une identité au sein des algorithmes. Auquel cas, on va dire que les algorithmes de trading vont aller placer Bitcoin dans une autre case que celle, bien évidemment, alors que ça soit réserve de valeur, asset technologique, voilà, plutôt corrélation à l'or, etc. C'est pas que c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est une question à laquelle il va falloir répondre plus tard. À un moment donné, Bitcoin va se corréler à son fondamental. Le fondamental de Bitcoin reste anti-inflationniste, donc cette corrélation n'est entre guillemets pas normale, mais quand Bitcoin aura trouvé sa capitalisation, si jamais il arrive à le faire, sa place, eh bien à ce moment-là, on peut estimer que il sera plutôt inversement corrélé à l'inflation, puisque je le rappelle, il y a un numerus clausus sur Bitcoin, il y en aura 21 millions à la fin, et qu'on est plutôt sur quelque chose qui permet de se hedge par sa performance contre l'inflation. Il faut comprendre aussi que c'est quand même le propre des actions. Quelqu'un qui aurait été uniquement sur des obligations depuis une trentaine d'années, uniquement sur de l'or, uniquement sur ces choses-là, ce serait hedgé à peine contre l'inflation. Et ici, on est quand même en train de surperformer l'inflation, ce qui est quand même le propre de l'investissement. Transporter votre valeur travail dans le temps. Imaginez que vous ayez épargné aujourd'hui, que vous vouliez protéger cette épargne et votre pouvoir d'achat dans le futur, eh bien il faut investir, bien évidemment. Donc ça, c'est l'idée première, corrélation assez forte. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le marché des actions, tout simplement parce qu'il est relativement corrélé au Bitcoin et qu'on a énormément plus d'historique, hein, c'est ça l'idée d'aller voir ceci, et puis bien évidemment les moments où la Fed va venir à pivoter. C'est-à-dire qu'en rouge ici, vous avez les pivots, les moments où les taux d'intérêt aux États-Unis partent à la baisse, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on regarde, c'est, on pense que très rapidement, les taux d'intérêt vont partir à la baisse. Comment se comporte le marché action, et on peut peut-être éventuellement commencer à en déduire ou réfléchir et ou se positionner sur comment peut réagir du coup Bitcoin si jamais il reste corrélé assez fortement au S&P. On va attaquer sur l'historique qu'on a, c'est-à-dire 1971. On voit ici que on a un pivot qui se fait et que derrière, malgré le pivot, on reste sur une correction assez substantielle, hein, quelques mois, et en termes de pourcentage à la baisse, quand même quelque chose d'assez important, même si on avait déjà ici bien entamé la baisse, à savoir moins 30%. Donc là, on a pivoté, et le marché action a quand même perdu 30%. Par ailleurs, ensuite, on a toutes les années un peu Volcker et les années d'hyperinflation des années 80, les chocs pétroliers, etc. Premier choc pétrolier ici, où on a un pivot. La correction est quasi terminée au pivot, hein. Là, on peut le voir sur cette zone-là, où dès qu'on pivote, finalement, le marché repart à la hausse, ici. Donc, meilleures conditions de marché. Mais l'inflation repart également. Là, je vous ai pas mis la courbe d'inflation ici. Et du coup, Volcker est obligé de repartir sur des taux à 20%. 20% c'est énorme, hein, bien évidemment, les conditions de crédit ici sont extrêmement mauvaises, et donc on a une correction là par ailleurs aussi substantielle du marché action, y compris après le deuxième pivot qu'on va avoir ici, et là on va dire que la correction se place quand même dans des conséquences importantes également, dans des conséquences importantes également, avec une perte de à peu près 20% du marché. Pivot suivant, c'est un soft landing, et à l'époque c'était Greenspan qui était à la tête de la Fed, où on a plutôt d'une certaine manière un marché action qui est inversement corrélé au taux, donc un pivot qui provoque en soi directement une hausse du marché. Ici, petit pivot sur cette grosse correction également.
Là, on a aussi une temporalité qui est plus ou moins respectée, c'est-à-dire je fais je fais le pivot, je diminue quand même d'une trentaine de pourcents depuis le point haut. Alors je me suis un peu mal mis ici, on serait plutôt par ici. Et par contre derrière, le marché suit, donc c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on voyait très légèrement avant. Zone suivante au niveau du pivot, eh bien c'est celle-ci. On était ici autour des 9,76% de taux d'intérêt. La Fed pivote assez rapidement, ça provoque quand même une correction pendant un certain temps. Alors je vous passe ici les détails au niveau du temps, du nombre de semaines de correction. Mais là on peut voir qu'on a quasiment une année entière avant que les conditions de marché se remettent bien à la hausse. Correction d'une vingtaine de pourcents, un petit peu moins. Des taux qui diminuent et ensuite un marché qui repart à la hausse, bien sûr. Ici, pivot 1995, nouveau soft landing d'une certaine manière, léger pivot et on voit que le marché action ici est un peu on fire. Pivot suivant, on est en 2000. 2000, il faut bien comprendre que le marché avait commencé à corriger. On parle bien sûr de l'Internet Bubble. Globalement, on a pivoté à peu près par ici et la correction ensuite a été quand même substantielle, voire on est de l'ordre dans des zones qui ressemblent même plus à du crash qu'une correction. Et jusqu'à la fin du pivot, finalement, le marché a accusé le coup, c'est-à-dire qu'on est passé de 1368 à 750 $ en ce qui concerne le S&P. Donc ce pivot-là a consisté, bien sûr, en un hard landing. On se rappelle de cette période de la dot-com bubble, la bulle Internet qui a provoqué une baisse substantielle. Par ailleurs et ensuite, ici, on a plutôt un pivot qui se trouve par là, légère hausse ensuite, quelques pourcents, on échoue sur les points hauts, et là, bien sûr, c'est la crise des subprimes, sur laquelle, effectivement, on perd toute forme de support également, et crise financière majeure, bien sûr, avec la faillite de Lehman Brothers, etc. Là, pour le coup, vous voyez qu'on est zone de pivot, avec en même temps correction substantielle, moins 52% sur le S&P, donc pour le coup, on est vraiment sur des zones où le marché a marqué sa difficulté. On a ensuite le pivot de 2019, Ici, on pivote, le prix continue à monter de manière quand même assez substantielle. On prend 10% ici sur le S&P, c'est pas rien. Ensuite, fermeture des frontières aux US. On était déjà en train de pivoter quand même assez rapidement. Et là, pour le coup, on a une correction plus substantielle qui se trouve et qui trouve son plus bas au moment où finalement les taux touchent la zone des 0,25-0%. Donc ça, c'était littéralement, dans un premier temps, on continue à monter, et puis pendant le pivot, j'entends, et puis ensuite il y a le crash substantiel de la fermeture des frontières aux US. Maintenant, on en est là. C'est-à-dire que on estime qu'on est quand même plutôt en haut de on estime que la Fed va pivoter assez rapidement dorénavant. Vous voyez ici que le S&P commence à marquer une correction, y compris sur des niveaux hauts de prix. La question, je pense, ici substantielle, c'est est-ce qu'on arrive à tenir finalement cette trend ici, c'est-à-dire qu'on a eu ici une impulsion, une correction qui serait terminée et on serait dans une nouvelle impulsion. Dans ce cadre-là, je pense qu'on peut viser 7000 sur le S&P, ça serait pas extrêmement choquant. Et si le pivot se réalise dans des mauvaises conditions, vous avez vu qu'on a regardé les antériorités sur les pivots, si le pivot se réalise dans des mauvaises conditions, c'est-à-dire risque systémique, c'est-à-dire, comme on l'a vu sur la dot-com bubble, surévaluation au niveau du marché des actions, et tout d'un coup, on a une annonce substantielle, et bien que les choses se passent plutôt mal, et ouf, crise des subprimes, on en a reparlé par rapport à 2008. Et bien à ce moment-là, bien sûr, il est à noter que malgré un pivot ici au niveau des taux, eh bien il est possible qu'on soit dans cette configuration où le marché pivote sur le fait de pricer une récession. Dans ce cadre-là, soit on arrive à rester plus ou moins dans le canal, rester sur la zone des 4000 à peu près. Là, on est actuellement à 5000 et quelques, 5002 je crois. Soit le marché continue à monter, comme on l'a eu à peu près dans ces zones-là, c'est-à-dire il continue à monter jusqu'à ce qu'il y ait un vrai risque systémique et ensuite il se casse la gueule. Je pense qu'ici, la question qu'il faut se poser, c'est si on part sur un scénario de no landing entre guillemets, ou que Powell privilégie une
baisse des taux substantielle et rapide, que le chômage aux États-Unis ne se montre pas trop véloce en termes de correction haussière, en termes d'appréciation du chômage, on peut rester éventuellement dans des zones où, malgré un pivot, eh bien, le prix des actions continuerait à monter, et à l'inverse, si jamais le pivot se passe dans de très mauvaises conditions, ou qu'un risque systémique apparaît, probablement bancaire, ce qui nous concerne, on voit que c'est quand même en ce moment la difficulté, on a des banques, des petites banques notamment qui sont en difficulté depuis mars dernier, et bien à ce moment-là, il est notablement possible qu'on puisse perdre cette trend-là, et qu'on puisse éventuellement rentrer dans des zones de correction plus importantes. Est-ce qu'une correction encore plus substantielle pourrait apparaître? Bien sûr, évidemment, on voit ici que on a des très belles zones d'achat, je dirais, sur cette zone-là, en dessous de 2004, une correction de 50%, c'est là qu'effectivement les choses pourraient se montrer extrêmement intéressantes, à passer sous les niveaux post-Covid et venir, entre guillemets, à chercher un risque systémique plutôt, là j'établirais les choses, que ce soit plutôt au niveau de la dette aux USA et d'une dépréciation totale de ce que proposent les États-Unis en termes de retour sur investissement par rapport à leur valuation, tout simplement. Et voilà, vous avez ici, je pense, toutes les possibilités. On sera particulièrement attentif, vraiment, à tout ce que peut éventuellement proposer les statistiques aux USA, principalement en ce qui concerne l'indice des prix à la consommation, qui sort après-demain, où est-ce qu'en est l'inflation, mais également les statistiques du chômage, où en est l'économie américaine, et bien évidemment tout ce qui est PIB, GDP, et qui nous dit est-ce que effectivement on pivote sur une récession ou pas. Le but ici, c'est quand même d'être en avance sur le marché, enfin entre guillemets d'être au moins dans le bon tempo par rapport à ce que vont faire les gros investisseurs, et donc du coup je pense que avoir une vision globale de toutes ces possibilités là permet d'avoir entre guillemets la bonne thèse d'investissement sur le marché action et par corrélation bien sûr le Bitcoin, du coup par ricochet. Voilà pour ce petit sujet sur lequel on entame. Il faut bien comprendre que ce n'est pas le pivot ici qui va déterminer le tempo, c'est bien évidemment les conditions du pivot, et c'est bien évidemment toutes les news macroéconomiques qui vont être extrêmement importantes. C'est-à-dire, est-ce que je suis sur une zone de top ici, ou alors est-ce que je suis sur une zone de correction, puis continuation, cassure de cette trend vers le haut, et ensuite on continue à pousser. Donc voilà pour ce petit sujet. Hier j'en ai déjà parlé, mais personnellement moi je trouve que la zone des 38 à 41 est extrêmement intéressante si jamais déjà les chances de victoire de Trump, si jamais les chances de victoire de Trump venaient à s'amenuiser et que Harris continuait à prendre du momentum dans les sondages, voilà, ça serait éventuellement une zone que je trouverais intéressante. Également zone intéressante, si jamais le chômage continue son augmentation aux États-Unis sur fond finalement de dégradation des conditions économiques. Voilà pour ce petit sujet en weekly sur Bitcoin. On va pas refaire ce qu'on a regardé hier en daily. On avait juste dit hier que une correction à 58 était relativement probable parce que c'est un endroit où il y avait pas mal de liquidités. On a tapé 57,5. On se reprend très légèrement. Ici, on peut enlever le petit support 5 minutes. Le support weekly, pour moi, il est plus ou moins préservé. C'est-à-dire qu'on reste effectivement en dessous, mais on ne l'a pas enfoncé réellement. Alors, je ne sais pas s'il a été hard closé complètement en weekly ou pas. Oui, il a été hard closé. Ici, vous le voyez. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle. On va être obligé de le descendre sur ces zones-là. Et vous voyez que sur ces zones-là, on a beaucoup moins de touches. On a une touche ici, une touche là, une grosse touche là où on avait bien rebondi et préservé le support weekly. Et là, on est obligé de le descendre, ce qui est pas du tout une bonne chose en soi. À partir du moment où on voit des corrections comme ça substantielles, là ici, on voit quand même une bougie d'indécision, une englobante assez forte, derrière une nouvelle bougie d'indécision, avec vraiment le corps au milieu. Je dirais qu'en ce moment, le marché doit choisir son sens.
Choisir son sens parce que il y a une dégradation du contexte macro, dégradation du Trump rally, hein, puisque Biden s'est retiré. Néanmoins, bon, les fondamentaux n'en restent pas mauvais sur Bitcoin. Et voilà ce qu'on peut dire à ce stade. Ici, très légère appréciation de Ether. Ether va devoir clôturer la journée ici au-delà des 0,46 pour tenir son support daily. Support daily qui est fébrile, hein, vous le voyez ici également, plutôt 2 touches. On avait un joli support daily quand on était ici sur cette zone-là, qui tenait pas mal et qui était plutôt encourageant. Il était même légèrement au-dessus. Celui-ci a été perdu, retesté, reperdu et très largement enfoncé. Donc en soi, il faut bien comprendre que ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un pivot dans des bonnes conditions sera favorable aux altcoins plus rapidement qu'un pivot dans des mauvaises conditions, c'est-à-dire si le marché se met à pricer une récession, il est fort à parier que une baisse des taux sera bonne pour les altcoins, mais pas dans un tempo, on va dire, qui va être inférieur à 30 ou 60 jours, voire peut-être très légèrement un peu plus. En ce qui concerne Ether ici sur le weekly, vous voyez que le support weekly est également perdu, il se trouvait quelque part par ici, il a été hard-closé la semaine dernière, enfin dimanche, là vous aviez un support weekly qui est littéralement enfoncé à ce stade. On a eu ce gros sell de news hein, finalement sur quelque part l'ETF, on a eu aussi des conditions de marché qui se dégradaient, en soi sur Ethereum contre le dollar. Finalement Ethereum est déjà venu revisiter la trend de base, c'est-à-dire celle qui nous avait emmené des 879 $ aux 1000 $. Vous voyez qu'on est vraiment ici au contact de la trend de base et c'est plus ou moins là-dessus qu'on rebondit, hein, conjonction du support 4 heures et de la trend, très bon endroit pour rentrer sur de l'investissement. Et en soi également ici on a cette espèce de triangle ascendant ici hein, qui avait réussi à casser et dont on vient de retester finalement la ligne de coup. Si j'avais en soi une target, hein, parce que pour le coup Ether est sur des niveaux intéressants, c'est un petit peu comme si Bitcoin était autour des 42 000 $ pour le coup, hein. 40, entre 38 et 42 ce rebond ici sur zone est plutôt encourageant. Maintenant on va rester prudent comme je l'ai expliqué, puisque une zone de pivot ne serait pas nécessairement en train de bénéficier à Ethereum, sauf si elle se fait dans d'excellentes conditions. Pour le moment on va encore une fois suivre les news macro pour voir éventuellement vers où tout ça peut nous mener. Également, ici on le voit sur la dominance d'Ethereum, on fait un nouveau plus bas, on reste dans une séquence baissière, d'accord, on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut et à venir casser cette traîne de distribution qui se trouve ici, donc grosse perte de dominance par rapport à Ethereum. Voilà, toujours pareil, la question ici c'est est-ce qu'on va revisiter littéralement les 14% de dominance en ce qui concerne Ether ou pas. Si je vais voir la BTC dominance, je crois pas qu'on l'ait fait hier, donc ça pourrait être intéressant éventuellement de regarder tout ça. Vous voyez que pour le coup, même si elle est en perte de momentum, hein, puisque ça y est, les news ETF entre guillemets ont été digérées par le marché, etc. Donc il y a eu une perte de momentum à ce moment-là. Au moment où on perd cette trend là, ici on perd une partie du momentum. On voit qu'il continue la dominance Bitcoin continue à monter de manière larvée. En soi, visiter 60% n'est pas exclu. Hein, vous voyez que c'est l'attaque ici de ce pic qui est là. Également moment de perte de dominance, on va dire du bull run 2021, hein, celui où vraiment Bitcoin avait laissé énormément de place aux altcoins dans ce cadre-là. J'aurais tendance à dire que c'est une baston quelque part ici entre plusieurs choses. Alors d'abord, au niveau macro et long terme, comprenez bien, c'est pas parce que vous dessinez une droite sur un graphique que nécessairement elle va repousser le prix, mais ici on avait cette diminution du momentum. Petit à petit, Bitcoin perd de la valeur, hein. Vous comprenez qu'ici c'est l'apparition des altcoins, on est à 97% de dominance sur BTC. Ici on va dire que c'est 2020, donc on va le marquer comme début du bull run 2021, enfin on était très légèrement avant, mais en soi voilà, moment où finalement Bitcoin laisse de la place, mais il s'apprécie énormément, mais là on était plutôt content d'être plus positionné sur les altcoins.
En soi ici, range de consolidation pendant finalement toute la correction où BTC est passé à osciller entre 48 et 38% de dominance. Et puis derrière, est-ce qu'on serait pas ici également sur un point haut, hein. Donc c'est toujours la question étant est-ce qu'on va venir, pour moi, hein, à mon avis, hein, ça ne reste que mon avis, visiter ce petit pic qui est là, c'est-à-dire se faire rejeter par ces zones-là, ou est-ce que cette trend-là va nous aider tout simplement à se faire repousser plutôt par le pic qui est plus important. Toute cette consolidation a son importance, toute cette partie-là a son importance. On voit ici que ça reste assez propre sur la dominance Bitcoin et que, en soi, mettre fin à ce canal haussier, hein, qu'on voit ici, cette espèce de montée un peu larvée en dominance que nous a offert Bitcoin depuis un certain temps, est-ce que ça ne se ferait pas sur un niveau macro qui correspond au momentum de la baisse de dominance de 97 à 73%, momentum de la baisse qui veut nous dire que tout simplement il y a une acceptation quelque part. Ce qu'on regarde ici, c'est la dominance Bitcoin en train de baisser puisque tout simplement les altcoins prennent une forme de place. Donc est-ce que là on n'est pas dans un pur momentum Bitcoin jusqu'à ce moment où finalement tout craque. Donc personnellement je dirais que la zone ici de 57 à 60% reste un endroit potentiellement intéressant pour marquer un pic, mais que à ce stade on a une tendance qui est tout sauf baissière, d'accord, et qu'on vient de faire un nouveau plus haut. On est juste au contact, encore une fois, d'une droite sur un graphique, mais si on corrige de manière plus substantielle et qu'on vient finalement à perdre les 54%, il s'agit d'un très bon endroit pour éventuellement être positionné sur les alts, tout simplement. Quand on regarde la dominance des altcoins, on a fait les trois dominances ici, vous comprenez qu'on a fait l'Ether dominance, on a fait la Bitcoin dominance et la dominance des altcoins. On va peut-être faire un petit coup de stablecoin dominance derrière et on va éventuellement ensuite, passer rapidement sur le fondamental, parce qu'il n'y a pas énormément de choses aujourd'hui. Excusez-moi une petite seconde. Ok. Donc reprise, je reprends un petit peu sur le fil, puisque je viens de faire une petite pause déjeuner. Donc voilà, l'idée au niveau de l'altcoin dominance, c'est que pour le moment, on reste dans une séquence baissière et que on est dans une tendance baissière. Ce que je voudrais rajouter sur la corrélation précédente, c'est-à-dire inflation, enfin taux d'intérêt et pivot, etc., c'est qu'on est dans une séquence qui est quand même relativement différente de ce qu'on pouvait avoir comme point de gâchette, c'est-à-dire comme trigger, comme les endroits où vraiment les choses pivotent, entre guillemets, par rapport à avant, au sens où depuis justement le Covid, hein, donc depuis ce moment-là, on a quand même énormément imprimé et énormément endetté l'État. Donc actuellement, avec des taux à 5%, je pense qu'il y a des corrélations qui se cassent par rapport aux vieilles choses qu'on pouvait trouver par le passé, sous-entendu les mécanismes de marché entre guillemets normaux, puisque on se retrouve dans un âge de la dette entre guillemets, hein. On sait que à peu près 40% des dollars en circulation ont été imprimés dans cette séquence-là, et que donc du coup il y a le vieux paradigme qui disait soit finalement je me positionne sur de la dette US, enfin de la dette d'État, par exemple à hauteur de 60-40, après c'était une alternance entre à quel endroit je mets le 60-40. Ce vieux paradigme là il est un petit peu mort, au sens où aujourd'hui on est sur un risque systémique tellement élevé au niveau de la dette US, 34 trillions de dettes, j'ai pas regardé dernièrement, mais on a peut-être même passé les 35, je vais regarder vite fait. Voilà, donc vous le voyez ici, 35 trillions et 151 milliards. Que on peut se poser la question de savoir si finalement le marché n'est pas en train de se dire que sensiblement il devient moins intéressant en raison de ce risque systémique là de posséder énormément de dettes US.
Euh, dans ce cadre-là, on peut un peu mieux comprendre pourquoi, dans un contexte de hausse des taux, on a effectivement également un contexte de hausse des actions, puisque d'une certaine manière, le service de la dette, c'est-à-dire les taux d'intérêt, hein, combien vous la payez quand vous la refinancez, hein, il s'agit de vieilles dettes que les États sont obligés de refinancer. Il est possible que dans ce cadre-là, vous préfériez finalement posséder un asset, un hard asset, quelque chose qui est assez hard, c'est-à-dire typiquement des actions Apple ou ce genre de choses, plus que de la dette d'un pays qui est sensiblement sur la route et sur la route de faire défaut. On en a pas mal parlé, mais ça rejoint pas mal de théoriciens de la dette, hein, on va dire ça comme ça, qui finalement disent que à ce stade-là, on va vous obliger, il va y avoir une réglementation financière qui va vous obliger à avoir une certaine partie de votre portfolio qui va être exprimée en obligation, donc en bons du trésor. Donc il va y avoir une réglementation financière assez forte, un petit peu comme ce qu'on a vu au Japon depuis 1997, et que donc du coup, peut-être qu'en ce moment, le marché pivote un petit peu en prévoyant cette forme de réglementation et cette forme de contrainte financière à venir, pivote un petit peu plutôt pour établir des portefeuilles qui vont se trouver plutôt positionnés sur des assets qui, entre guillemets, peuvent potentiellement moins faire défaut. D'où aussi là-dedans l'explication qu'on va quand même plutôt se tourner vers des grosses caps, c'est-à-dire les Nvidia, Google, Meta et compagnie, pour être sûr que ces entreprises justement ne fassent pas défaut. Est-ce qu'il vaut peut-être pas mieux être redevable d'un titre de propriété d'une partie d'Nvidia que d'être redevable d'un titre de créance vis-à-vis d'un État? C'est une question qu'on peut se poser. On passe sur la partie, on va dire, fondamentale. Aujourd'hui, 8h, il y aura il y aura interview de Trump par Elon Musk, visiblement. Et il apparaît qu'aujourd'hui, également, Donald Trump a réouvert son compte Twitter. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour les suites de la campagne. Par ailleurs, et sinon, pas énormément de choses à dire en ce qui concerne le fondamental aujourd'hui. Donc on va passer assez rapidement, hein, puisqu'on a fait un sujet, je pense, assez évolué là sur la corrélation S&P. Et qu'est-ce qu'il se passe quand finalement la Fed vient à pivoter ? Ici, le yen carry trade, c'est l'arbre qui cache la forêt d'une certaine manière, et les stocks ont plus de problèmes fondamentaux, nous dit un des analystes de Morgan Stanley. On passe sur le fondamental, donc assez rapidement, et on va s'intéresser aux liquidations. Très peu de liquidations sur les dernières 24 heures, 178 millions, c'est pas énorme, c'est une journée à peu près normale. Carnet d'ordre qui commence à se fournir dans la zone des 56, mais c'est pas énorme non plus. Vous voyez que même beaucoup d'ordres ont disparu ici, hein, par rapport à... Je regardais ça tout à l'heure. Ce matin, en fait, pas mal d'ordres ont disparu ici, donc on a autant un prix qui pourrait traverser ici la zone, mais les zones sensibles et intéressantes à l'achat, elles ont été traversées là-dedans, finalement. En soi, pour le moment, on n'a pas grand-chose avant 51 en termes de gros ordres à l'achat. Un petit manque d'intérêt du marché pour le marché crypto, même si c'est pas non plus incroyablement faible en termes de demande, mais on voit que le carnet d'ordre est quand même plutôt relativement vide dans les deux sens. En ce qui concerne les marchés en levier, eh bien, on avait dit hier qu'il était probable d'aller revisiter ce niveau-là. Alors, je sais pas si c'était hier ou avant, mais c'est pas tellement grave. On avait un petit point de short ici sur cette zone-là. On avait dit que 58 était éventuellement quelque chose à revisiter en termes de liquidité. En soi, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis? J'ai un prix qui monte, un funding qui diminue, un open interest qui augmente. Ça veut dire que j'ai du short en haut. Donc, on peut peut-être se dire que ce mouvement n'est pas encore fini. Je parle du mouvement aussi, bien sûr, qui est parti ici de 58 pour monter à 60. On est pas mal shorté sur cette montée-là. Donc ça, on le met dans un coin. On sait qu'on a quelque chose à venir revisiter à 62, éventuellement à 59, et qu'on est à 2 jours finalement du CPI, donc indice des prix à la consommation aux États-Unis. Ici, je vais faire le refresh, parce que je suis pas sûr de l'avoir fait.
Profite pour vous dire que si vous souhaitez aider la chaîne, vous pouvez vous affilier sur Bluefin et que tous les bénéfices de la chaîne, affiliation comprise, sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ce qu'on regardait hier, c'est cette petite poche de liquidité que vous voyez ici, autour des 58. C'est celle-là dont on a dit qu'elle était suffisamment fraîche et intéressante pour être revisitée. Elle a été revisitée. Je pense qu'une des grosses questions du moment, c'est désormais, est-ce que j'ai la liquidité intermédiaire pour faire le lien ici? Et vous voyez que c'est un tout petit peu le cas, mais c'est pas aussi puissant que ce qu'on avait eu sur la montée hier. Donc on a un petit peu de liquidité intermédiaire. On aimerait bien que ça soit encore plus shorté pour faire le lien finalement avec les 63 500, ça ce serait à la hausse. Attention parce qu'on a quelque chose aussi qui s'est formé dans cette descente, notamment au niveau des 56 000 $, et on a bien sûr cette petite poche de liquidité au niveau des 54 000. Sur Ether, on va passer rapidement aussi. Mais globalement, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que on est venu revisiter la petite poche de liquidité qui était là, on est venu faire un tour dans celle-ci, donc c'est à peu près la même idée sur Ethereum, sachant qu'Ethereum performe pas mal, c'est-à-dire qu'on a vu sur la journée, en tout cas d'aujourd'hui et d'hier, un Ethereum BTC qui était plutôt à l'appréciation. On retourne sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, les aspects fondamentaux ici dépendent énormément de ce qu'on va avoir en termes de catalyseurs au niveau macro. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est assez important à noter. Je note aussi que, d'une certaine manière, la liquidité à ce stade, on va dire, semble plutôt haussière. Revisiter ici ce support là à la baisse n'est pas exclu, mais on a une liquidité, on a un sentiment qui est vraiment mauvais ici, et il faut comprendre qu'on est autour des 60 000 $, avoir un funding négatif à 60 000 $, c'est plutôt pas mal, et ça laisse, je pense, encore un petit peu de possibilités en ce qui concerne le scénario d'une impulsion, correction, impulsion. Pour le moment, on reste quand même dans l'idée qu'on est en ce moment en train de faire un retracement haussier. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il faut faire attention à justement ne pas que la machine ne se casse pas et ne s'emballe pas et n'aille pas chercher d'une certaine manière la zone, encore une fois, qui pour moi est en ce moment celle qu'on pourrait regarder vraiment, la zone des 68 000 à des 38 000 à 42 000 $. C'est vraiment la zone qui pour moi je trouve présente de l'intérêt à ce stade. On a un momentum à la montée qui est pas trop mauvais, peut-être légèrement perdu. On a bouffé la liquidité intermédiaire qui se trouvait au 58. Se dire que attention, on peut aller à 56 est tout à fait probable, mais je pense que sur ce petit mouvement-là, et on parle ici bien sûr d'intraday, ou en tout cas de qu'est-ce qu'il va se passer cette semaine, il est possible qu'on ait encore un petit peu de place, étant donné le sentiment qui est quand même relativement shorter. En soi, voilà ce qu'on peut probablement viser. C'est soit je reproduis le mouvement à sa base, et c'est quelque chose que nous on a, c'est-à-dire un AB égale CD tout simple, sous-entendu, j'ai mon impulsion, j'ai ma correction, alors savoir si elle est terminée déjà ou si elle doit revenir chercher 56. C'est un petit peu la question du moment. On va éventuellement se dire qu'elle pourrait venir reprendre 56. Et voilà, une dernière touche ici autour des 72-73 000 $ pourrait être probable. Personnellement, je suis extrêmement prudent sur la structure actuelle parce que on perd quand même un support weekly qu'il était intéressant de tenir. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. On avait tendance à osciller, je trouve, et c'est l'info qu'on a eu hier, que ce support weekly était perdu. Je parle ici de celui-là, celui qu'on avait auparavant et qui était au-dessus et qui a été percé au travers de cette clôture-là. En soi, on oscillait depuis entre cette résistance weekly et finalement ce support weekly là. Il avait été très bien récupéré quand on avait vu toute cette zone-là, ici, et qu'on était passé sous la structure. Ici, on est passé sous la structure, mais quand même assez violemment. Et ce niveau est hard closé, on a été obligé de le diminuer. Bitcoin aime bien faire des choses un petit peu tricky dans ce genre-là, sous-entendu, surtout que le weekly, on va le regarder du dimanche au dimanche, donc assez souvent, les dimanches sont assez calmes.
On peut noter en tout cas ici une bougie d'indécision, quand même assez forte, un petit peu sur le principe de ce qu'on avait eu là. Pour le moment, le début de semaine attaque bien. On a un CPI qui va être après-demain. Donc là, le mouvement est peut-être potentiellement en train de sortir un petit peu ses shorts. Quand on a regardé le consensus du CPI, on était à 3,2. On a également regardé l'outil de la Fed qui nous disait plutôt 3%, et qui a très bien marché dernièrement, l'outil de la Fed de Cleveland, qui nous disait plutôt 3%. Si on tape les 3%, pour moi, c'est extrêmement bon. Si on est à 3,2%, c'est déjà dans les prix, et si on est au-dessus de 3,2%, on va se manger une grosse tatane. J'ai pas forcément hier regardé Trueflation. C'est-à-dire sur le 1 an, où Trueflation est très largement en dessous de ce que nous reporte le gouvernement. On va dire que sur un mois, 14 juillet, on va prendre 6 mois et on va regarder au 1er juillet, ce qui nous intéresse, c'est le CPI de juillet, bien évidemment. Donc on est quelque part par ici. 1er juillet, 1,85 et 31 juillet, 1,38. Donc on serait plutôt sur une baisse en month over month de 0,5, en tout cas en ce qui concerne Trueflation. Donc ça irait plutôt dans le sens d'un CPI qui va printer sous les 3%. Il y a à la fois du bon et du mauvais. Imaginons que... je sais pas trop comment dire ça, mais... on va dire qu'une élection de Trump serait bonne pour la crypto, en soi. Au plus, le bilan redevient bon également pour Biden et donc l'administration Biden, Harris, Obama. Au plus, le bilan redevient bon, donc une inflation qui reviendrait à 2% avant novembre, par exemple, et un pivot, et un marché action qui se comporte bien, et pas de crash, etc. Au plus, finalement, vous avez un effet court terme qui peut finalement également être préjudiciable à un effet long terme, c'est-à-dire une élection de Trump qui s'écarterait dans ses diverses possibilités, puisque le bilan s'améliore sur la fin, on va dire ça comme ça, on est en août et vous comprenez que les élections sont en novembre. Donc si le bilan s'améliore sur la fin, etc., et qu'on arrive à toucher 2% avant, bien sûr, ça sera une forme de victoire pour l'administration Biden. Et donc, à l'inverse, ce qui est plutôt mauvais pour le moyen terme serait plutôt bon pour le long terme. Sous-entendu, une élection de Trump pourrait probablement propulser la crypto encore plus sur le devant de la scène qu'elle ne l'est déjà. Donc, à la fois, les choses qu'on regarde à court terme peuvent être préjudiciables pour le long terme, entre guillemets. Pour le moment, bien malin celui qui pourra celui qui pourra prédire le résultat de l'élection. Personnellement, je pense plutôt à une élection de Trump parce que, d'une certaine manière, le bilan Biden est quand même désastreux et Kamala Harris en fait partie. Maintenant, je ne suis pas américain, je n'ai pas ma carte d'électeur aux États-Unis et bien malin, encore une fois, celui qui pourra dire. Je pense que s'il y a débat, Trump aura potentiellement quand même plus les capacités cognitives de s'imposer en termes de débat, sur le débat, j'entends. Je pense aussi que dans un autre sens, s'il veut être élu, il va falloir que Trump mette un petit peu d'eau dans son vin. Puisqu'il y a beaucoup d'électeurs indécis aux États-Unis qui estiment que Trump est quand même un peu trop poussé sur l'anti-wokisme et toutes ces choses-là. Personnellement, je ne donne pas mon avis là-dessus. Je pense que élire Trump, ça serait quand même la politique du moins pire, parce que les démocrates ont eu un bilan qui avait été vraiment désastreux, qui est vraiment désastreux à la fois en termes d'inflation, mais également en termes de politique extérieure, j'entends. Et que Trump dit beaucoup de conneries, mais il en fait pas beaucoup. En tout cas, sur son dernier mandat, ça avait été relativement apparent qu'on était resté sur une forme de paix et de compréhension mutuelle, le plus important étant le business. C'est assez souvent ce que font les républicains, isolationnistes, mais on attaque de front, par exemple, la politique vis-à-vis de la Chine. Trump avait littéralement attaqué de front le fait que les Chinois faisaient parfois un petit peu du dumping sur l'économie américaine.
Donc voilà un peu mon avis. Je pense qu'on est sur le moins pire. Je pense pas que en soi il y ait d'extrêmement bons candidats aux États-Unis, mais personnellement je pense que les démocrates ont un bilan qui est absolument désastreux et qu'ils doivent entre guillemets, enfin que ce sera Harris nous donnerait probablement très exactement les mêmes choses que ce qu'a fait Biden. En tout cas, c'est mon avis. Et encore une fois, pour moi, le moins pire, ça serait potentiellement Donald Trump. D'autant plus que ça irait dans le sens de ma thèse d'investissement et de mon portefeuille d'investissement. Donc ça serait bien sûr quelque chose qui m'arrangerait quand même pas mal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. L'idée ici, c'était quand même de bien insister sur le fait que c'est pas le pivot qui est extrêmement important, c'est les conditions du pivot. Si on pivote à la hâte, si le pivot se fait dans des conditions de dégradation extrême de l'économie, ça peut créer finalement une baisse sur à la fois Bitcoin et le marché action, puisqu'il y a corrélation en ce moment. Deuxième chose, donc c'est les conditions du pivot qui sont importantes, c'est pas nécessairement le pivot. Le pivot est une bonne chose, mais il ne marque pas nécessairement la fin d'une correction ou quoi que ce soit d'autre. On l'a vu ici, il y a plus ou moins 3 cas de figure. On pivote dans des conditions correctes, mais derrière, il y a un risque systémique qui se met en place. Sous-entendu plutôt plutôt 2000. On pivote, mais on avait commencé une correction, des risques systémiques se mettent en place également, sous-entendu plutôt le pivot de 2008. On pivote dans des bonnes conditions et tout se passe bien, sous-entendu plutôt le pivot de 94. Et puis période de stagflation où c'est extrêmement compliqué, on est obligé de toucher des niveaux énormes en termes de taux. Et là, on sera plutôt sur l'idée de la période de stagflation, on va dire, du crash de 73 et celui de 78 au niveau des chocs pétroliers, etc. et toutes ces choses-là. Donc, en soi, encore une fois, un pivot précède une hausse, mais la question c'est de combien on descend avant de réentamer cette hausse-là. Et là, il faut bien comprendre que il y a les personnes qui sont entre guillemets trop exposées risquent d'en souffrir pendant un certain temps, période allant de, encore une fois, si ça se passe bien, je dirais 1 ou 2 mois suite au pivot où ça peut repartir assez fortement. Si ça se passe entre guillemets plutôt mal, période de disette qui va plutôt se situer autour des 1 an suite au pivot et ou la correction. Il est possible qu'on pivote et qu'on continue à pousser vers le haut, ou en tout cas on a vu actuellement et dernièrement plutôt une période de hausse de taux, mais qui en même temps été doublée d'une période de hausse des niveaux des actifs. Personnellement, je mets ça sur le compte, c'est ce que je vous ai expliqué du coup après le repas, quand même sur cette idée que être trop exposé à la dette américaine actuellement représente un risque systémique relativement important. Et également que il va falloir que pour rester attractive, cette dette américaine à la fois diminue son service, les intérêts, puisque sinon vous êtes obligé de vous refinancer à des taux actuellement à 5%, ce qui n'est pas nécessairement une bonne opération financière, mais que par ailleurs, si vous diminuez les intérêts de la dette, elle sera bien moins intéressante pour tous les autres acteurs. Une diminution des intérêts peut vous emmener à cette idée que non seulement vous investissez sur quelqu'un qui est surendetté, mais en plus le rendement n'est pas très bon. Et donc tout cela pointe et emmène et vraiment devrait théoriquement vous faire dire que il va y avoir de la grosse réglementation financière qui va vous obliger à investir une partie de votre argent sur de la dette UE ou US, c'est pas tellement la question ici, on est à peu près sur la même chose, 1 euro égale 1 dollar, on a l'OTAN, on a à peu près la même armée, etc., toutes ces choses-là. Malheureusement, l'Europe n'a pas pris cette voie de l'indépendance, on est plutôt sur une dépendance marquée vis-à-vis des États-Unis, et là encore, je pense que avoir Trump ne serait pas une mauvaise chose parce que ça obligerait aussi également l'OTAN à repenser l'OTAN, puisque Trump ne voulait pas payer en tout cas à l'époque pour la protection de l'Europe, etc., toutes ces choses-là. Donc est-ce que l'Europe ne va pas un jour se réveiller? Il n'en change pas moins que même si elle venait à se réveiller, entre guillemets, à venir chercher une indépendance diplomatique plus marquée, diplomatique et donc de surcroît militaire et donc de surcroît monétaire, tout ça va plus ou moins ensemble, plus marqué, à ce moment-là il n'en
va, pas moins que elle est elle aussi dans une situation plus ou moins de surendettement, donc on aura vraisemblablement des choses qui vont se mettre en place, qui vont ressembler à ce qu'a fait le Japon depuis la crise asiatique de 1997, c'est-à-dire obligation tout simplement de venir avoir une dette souveraine et obligations et réglementations qui vous obligent à détenir une partie de, que ce soit votre livret A ou quoi que ce soit, en dette souveraine de votre pays ou voilà, en dette UE globalement, en euros, voilà, c'est ça, j'ai cherché le terme, plus que dette sur des portefeuilles actions. Donc les nouveaux supports vont probablement quand même de plus en plus privilégier une partie en dette, parce que tout simplement elle n'est absolument pas, elle ne va pas être intéressante à détenir. Ici en ce moment il y a un rendement qui est de 5%, c'est pas vraiment tenable pour les US que de rester sur ce type de service de la dette là. 100 000 $ par citoyen, vous le voyez ici, et le service, je me rappelle plus où on le voit là-dedans, mais voilà, les intérêts, vous le voyez ici, globalement, on a 5 trillions qui sont à peu près 20 000 $, donc 20% de cette dette-là, par adulte, qui est vouée à tout simplement payer le service. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est de manière systémique, pas forcément une situation d'avenir. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on fera d'autres sujets comme ça et tout, etc. bien sûr, voilà, de temps en temps j'aime bien plutôt aller chercher une autre manière de voir les choses, même si c'est une manière qui reste tout à fait logique en soi. Et j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle va être sur est-ce que vous digitalisez beaucoup vos papiers? Est-ce que vous scannez ou est-ce que vous êtes plutôt de l'équipe qui classe dans des classeurs? Personnellement, moi, je suis plutôt de l'équipe qui classe dans des classeurs, c'est-à-dire que j'aime bien garder les originaux, etc. Et je scanne vraiment ce qui est vraiment important. Mais même des choses que je vais aller recevoir par email ou toutes ces choses-là qui sont importantes à classer, je vais plutôt avoir tendance à les imprimer, les mettre dans un classeur. Je préfère avoir ce côté un petit peu physique plutôt que ce côté un peu cloud. Donc voilà, c'est ma manière de faire. J'achète des classeurs transparents avec plein de feuilles dedans. Et puis, je fais des catégories, maison, ceci, etc. pour voilà, garder les choses qui sont importantes. Bonne question à la con aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité, votre bienveillance. Ciao, ciao.